Bien, bonsoir à tous. Ça y est, nous y sommes. Alors, je vais ajouter mes collaboratrices pour ce Hello, live. hello, hello. Bonsoir Assina, bonsoir Véronique, bonsoir Nathalie. Ça y est, nous sommes en direct pour cette interview exclusive de Véronique sur son parcours de vie. Et donc, je vais laisser la parole à Nathalie qui va mener cette interview, puisqu'il y a une belle relation entre vous deux. Donc, tu es plus à même de mener cette Oui, interview, pardon. Et ouais, puis, déjà, on interviendra de toute façon. C'est un super. échange au cours de la discussion. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. On y répondra à la fin. Mais voilà, sans plus attendre, je te laisse la parole, Nathalie. Merci Delphine. Déjà, c'est un grand plaisir de passer cette première partie de soirée avec vous. Et puis, c'est vrai que c'est un grand plaisir d'interviewer Véro parce que c'est une grande amie personnelle depuis plus de 15 ans. On chemine ensemble sur différents projets et donc forcément, on vit des choses ensemble. Donc, l'idée de ce soir, c'est de parler du stage que l'on met en place avec Delphine, Assina et moi-même. C'est un stage qui aura lieu du 2 au 8 décembre à la Barboire. Donc, c'est le département du Loir-et-Cher. Hein, c'est à peu près à 13 km de Chambord et à 25 km de Blois. Comme ça, vous savez tout. Et l'idée de cet accompagnement, en fin de compte, de ce stage de 5 jours, c'est quelque part peut-être nous trois. Et avec Véro, on a été touchés de près par cette maladie que l'on nomme le cancer, soit en tant qu'accompagnateur, en tous les cas pour moi-même avec ma maman, pour Delphine aussi, toi avec ta maman, pour Assina en tant que thérapeute et accompagnant, et puis pour Véro, eh bien, en tant que malade. Voilà, depuis de nombreuses années. Et donc, très rapidement, Delphine est nutrithérapeute, Assina est hypnothérapeute et moi-même, je suis coach sportive avec toute une orientation en naturopathie. Donc, sans plus tarder, Véro déjà, parce que c'est toi la star de la soirée, je vais te demander voilà, assez rapidement de te présenter qui tu es, ton parcours un petit peu. Voilà, je te laisse la parole, Véro. Et puis, merci surtout, Véro, de prendre de ton temps pour partager tout ça. Bonsoir à tous. Alors, moi, je me présente. Je suis Véronique Lecointe. J'ai 54 ans. Je suis maman de 2 garçons, mamie de 2 petits-fils. Je suis sur le secteur de Moult, donc dans le Calvados, entre Caen et Lisieux, pour vous situer exactement où je suis. Au niveau de mon métier, j'ai d'abord été coiffeuse, artisan coiffeur. J'ai eu 2 salons de coiffure pendant plusieurs années. Également entrepreneur dans la santé globale et la nutrition, qui est venu un petit peu plus tard dans ma vie. Et pour continuer, parce qu'il faut être multitâche, une 3e casquette depuis peu, 2023, vous voyez, donc c'est tout récent, chambre d'hôte. Voilà. Oui, un entrepreneur multipotentiel. Donc, c'est super. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, en fait, avec une première question. Véro, tu as été touchée très jeune par le cancer. Est-ce que tu peux nous conter un petit peu ton chemin et ton histoire par rapport à cette maladie? Bien sûr. Le premier cancer a été touché, c'est au niveau des yeux à l'âge de 9 ans. Donc, les 2 yeux. J'ai eu pendant 1 an, tous les vendredis après-midi, 500 rayons dans chaque œil. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, c'était génial. Parce qu'à 9 ans, on ne se rend pas compte. Et moi, ce que je trouvais génial quand je me disais ça va, Véro, oui, parce que je ne vais pas à l'école le vendredi après-midi. Donc voilà, donc ça c'était à l'âge de 9 ans. Et puis à l'âge de 25 ans, récidive, opération à Nantes, à la clinique de la Sourdie. On a opéré les 2 yeux et vous voyez, voilà, je vais très bien. Je vois tout le monde. Je vois mes 3 collègues là, mes 3 amis. Voilà, ça c'était ma première session. Et puis à l'âge de 43 ans, en 2012, là, un nouveau verdict. Cancer sein droit, nodule sein gauche, opération, traitement. Voilà, ça c'est en 2012. 2013, reprise du sein gauche. 2014, je vous fais court parce que ça dure. 2014, cancer hystérectomie.
donc voie génitale pour la femme, si les gens ne savent pas ce que c'est que l'hystérectomie. Ça, c'était en 2014. En 2015, reprise à nouveau du sein droit. En 2016, carcinome de la peau. 2017, reprise du sein gauche. Et puis en 2018, rien, parce que j'ai décidé de ne faire aucun contrôle. Et pourtant, on m'avait appelé pour un contrôle, mais j'ai décidé de ne rien faire, j'en avais marre. Voilà. Et en 2019, quelques douleurs, j'ai dit peut-être quand même que je fasse un contrôle. Et là, récidive du sein droit, un peu plus important, infiltrant, ablation, traitement, immunothérapie. Voilà, en 2019. Et je vous rassure, je vais très bien, puisque depuis 2009, je fais des contrôles tout le temps. Et là, le dernier est tombé, c'est au mois de septembre, et ça va parfaitement bien. Voilà mon Super. Véro, est-ce que tu avais des personnes dans ta famille atteintes de cancer déjà ou... Pas du tout, je suis la première et l'unique. Tu sais, je suis un peu exceptionnelle. D'accord. Donc, effectivement, il n'y a pas eu de prévention par rapport à ça. Et non. Alors, on va aller sur différents sujets, Véro, qui semblent essentiels. Par exemple, on va parler d'alimentation. On sait aujourd'hui que l'alimentation et la maladie, et notamment le cancer, il y a un lien qui peut être vraiment intéressant. Est-ce que toi, tu as été sensibilisé sur l'alimentation? Est-ce que tu as été orienté, guidé, conseillé? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours dans la maladie et l'alimentation? Alors, le premier point, je vais dire non, je n'ai pas été du tout accompagnée sur l'alimentation. C'est regrettable parce que c'est pour moi aujourd'hui essentiel. Et non, on ne m'a pas du tout accompagnée sur ce que je devais manger ou pas, même depuis petite. Hein. On sait que le cancer se nourrit de sucre. Donc, normalement, le sucre, on devrait l'éliminer, mais on ne nous dit pas qu'il faut l'éliminer. Donc, voilà, on ne me l'a jamais dit, on ne me l'avait jamais fait. Il a fallu par la suite, on en parlera, faire des recherches personnelles, mais pas du tout. Et puis l'alimentation, il y a plein de choses à faire, des jeûnes intermittents, comme ça aussi, on n'en a pas parlé. Ouais, et Véronique, justement, en parlant d'alimentation, est-ce que avant d'avoir déclaré tes cancers, est-ce que tu avais une hygiène de vie, l'alimentation, tu te nourrissais comment? Est-ce que est-ce que tu avais une alimentation plus ou moins équilibrée ou est-ce que tu étais plutôt dans un mode de vie plutôt plat préparé, tu vois, des choses. Alors, j'ai toujours aimé cuisiner, déjà, ça c'est la première chose. Alors, dans ma première partie, on va dire dans ma première partie de vie, j'étais jeune. Donc là, j'avais une alimentation, j'étais élevée par ma grand-mère, donc j'avais une alimentation de riche, mais jamais de plat cuisiné, ça c'est certain. Ouais, quand même saine, c'était quand même une alimentation qui était saine, oui, avec des produits locaux, des bons produits. Oui, c'est ça. Et après, moi, de mon côté, c'était pareil. J'ai toujours aimé cuisiner. Jamais, moi, les fast-food, toutes ces choses-là, ça n'a jamais été le cas. Voilà. D'accord. Et donc, la question, est-ce que tu penses que c'est essentiel d'être guidé et conseillé par rapport à l'alimentation quand on est malade comme ça, Je pense qu'aujourd'hui, c'est indispensable. C'est même pas à se poser la question, c'est que on devrait mettre ça en place dans les centres de cancérologie. Ça devrait être primordial d'avoir un rendez-vous, voilà, pour avoir des conseils, de nutrition. C'est oui, effectivement, parce que c'est vrai qu'il y a des aliments qui vont être forcément à privilégier. Alors, en fonction du cancer, ça va dépendre, mais je dirais même en prévention santé, hein, il y a des aliments qu'il faut favoriser. Et effectivement, il faut avoir cette connaissance-là. Voilà, hein, privilégier les fruits, les légumes, les céréales complètes, éviter toutes les graisses saturées, les gras trans qu'on a dans les viennoiseries, les charcuteries, les produits industriels transformés, etc. etc. Donc, c'est vrai qu'il y a des aliments qu'il convient de privilégier pour permettre à l'organisme d'avoir les bons nutriments pour fonctionner correctement et se défendre aussi en même temps. Hein, parce qu'on sait qu'un organisme qui est bien nourri, il va être plus résistant et du coup, il va mieux supporter les traitements. Donc, et plus d'immunité, forcément. Exactement. Et ça va booster effectivement l'immunité. Donc, en fait, Delphine, sur ces 5 jours d'accompagnement,
on proposera des ateliers, des modules sur l'alimentation entre guillemets anti-cancer. Enfin, voilà, on proposera vraiment une compréhension de la nutrition simple, accessible, mais qui permettront aux gens justement de pouvoir repartir avec un bagage et avec une alimentation santé. Des connaissances, effectivement, parce qu'il est, à mon sens, primordial de s'informer et d'avoir certaines connaissances. Et après, voilà, on fait ce qu'on veut quelque part, mais il faut être informé pour pouvoir décider de ce qui est bon ou pas pour nous. Voilà, on parlera effectivement d'alimentation anti-cancer, on parlera de micronutriments également, des micronutriments qui sont validés par la science et très étudiés sur les thématiques de cancer. La phytothérapie également, pour venir en soutien du foie, parce qu'on sait que les traitements médicamenteux peuvent être lourds et donc il faut vraiment venir soutenir le fonctionnement du foie. Voilà, on parlera également du jeûne qui peut être intéressant, le jeûne intermittent, le jeûne long, pour qui, comment, etc., etc. Donc, très effectivement, il y aura des bonnes bases qui, à mon sens, voilà, sont incontournables et qui ne sont pas forcément données par les oncologues ou par le corps médical. N'est-ce pas, Véro? Tout à fait, c'est exactement ça. La complémentation aujourd'hui devrait être indispensable. On devrait l'associer à un traitement, mais on nous donne uniquement les traitements et on ne nous parle pas des parallèles. Mais il n'y a pas que celui-là, il y en a bien d'autres. Mais c'est vrai que si on a une bonne nutrition, c'est primordial. C'est déjà la guerre qui est dans notre ventre, enfin dans notre corps. À nous de savoir si on veut la gagner. Donc pour ça, il va falloir mettre des soldats, des bunkers, des chars, des cavaliers, et plein d'autres choses. Et même après, je dirais, une fois que la maladie est, une fois que la rémission est là, c'est bien de continuer à se nourrir correctement, enfin entretenir le terrain, quoi, que voilà, les mauvaises herbes ne repoussent pas et que tout soit en contrôle, en fait. On sera accompagné d'un chef d'ailleurs sur ces 5 jours. Donc, on aura la chance de pouvoir partager des repas savoureux, quelque part, et puis parfaitement bien équilibrés. Ok, donc le côté alimentaire, il est vraiment très important. Deuxième axe qui me paraît essentiel, c'est le niveau de stress et la gestion des émotions. Parce que c'est vrai que déjà, quand on nous annonce le verdict, j'imagine cette montée de stress et de cortisol. Et puis après, tout au long, justement, des traitements de cette maladie, d'aller vers la guérison. Des fois, on est bien, des fois, on est moins bien. Des fois, on est en rémission. Des fois, c'est un peu plus compliqué. Là, il y a vraiment un gros travail quelque part à faire. Alors, question zéro, voilà. Est-ce que toi, tu as eu des clés au départ? Est-ce qu'on t'en a parlé? Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce sujet, en fait? J'aurais aimé qu'on m'en parle parce que le gros facteur quand même, on peut dire que ce serait mon final, et je vais en parler tout à la fin, mais le stress, c'est quand même un atout. On parle d'alimentation, certes, mais le stress pour moi, c'est peut-être la grosse problématique. Et non, on ne nous a pas parlé ni d'émotion ni de stress. C'est dommage parce que si on nous apprenait à mieux respirer, que c'est indispensable, si on nous apprenait à méditer, si on nous apprenait à dire on fait des balades en plein air pour s'oxygéner, pour poser, pour lâcher prise, pour prendre du temps pour soi, tout ça, ça aurait été bien parce que j'aurais peut-être eu moins de stress, donc peut-être moins de récidives. Et forcément, parce que avec toutes les casquettes que j'avais, avec toutes les responsabilités que j'avais, et à fond tout le temps, il n'y avait pas de pause, il n'y avait pas tout ça. Donc le stress a été, pour moi, aujourd'hui, j'en suis persuadée, le facteur de toutes mes récidives constantes et communicantes. Le facteur déclenchant. Voilà. Jusqu'à cette prise de conscience. Voilà, justement, de travailler sur cet axe. Non, rien. La seule chose qu'on vous demande, c'est éventuellement la seule chose qu'on m'a demandé pendant
tout ce périple qui a été assez long, c'est est-ce que vous voulez avoir des massages plantaires? C'était déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc, aucun outil pour t'accompagner, en fait. Non, rien. Toute seule, en fait, un petit peu. Voilà. On est vraiment seul, il ne faut pas croire, mais on est vraiment, vraiment seul. À moins d'avoir des gens qui sont déjà dans la maladie et qui ont déjà connu et qui vous accompagnent. Mais là, du coup, c'est plus dans le corps médical, c'est des parallèles. Oui. Mais est-ce que tu avais des personnes auprès desquelles tu pouvais déposer? Tu pouvais parler dans ton entourage? J'ai une grande chance, j'ai une copine qui est là sur l'écran, Ouais. avec qui j'ai beaucoup parlé, beaucoup déposé. J'ai une autre copine, qui n'est plus aujourd'hui, mais avec qui je partageais tous les jours. Malheureusement, voilà. Et au sein de ta famille? Et au sein de ma famille, à part ma cousine que je vous disais au tout début, mais non, pas du tout. Pas du tout, parce que déjà, mes enfants, j'ai voulu moi-même les protéger. Je pense qu'il y a 2 facteurs. Il y a nous, on pourra en parler tout à l'heure, je crois qu'on va parler des accompagnants. Oui, on va parler des accompagnants tout à l'heure. Mais non, je n'en parle. En fin de compte, je n'en ai pas parlé autour de moi. Autour de moi. J'en parlais peu à mes parents parce qu'ils ne comprenaient pas. Ce qui est normal, ça reste des parents, c'est pas logique que ce soit leur fille qui, voilà. Et à la fois, j'en parlais pas à mes enfants parce que c'était à moi de les protéger et pas à eux de venir me protéger. Ouais. Et donc c'est assez compliqué cette situation. Ouais. Donc du coup, le facteur de stress plus parce que donc là, j'ai des émotions. Les émotions. La parole. Je peux dire c'est propre à chacun, mais dans cette vie que j'ai eue, il n'y a pas eu que ça, il n'y a pas eu que la maladie, donc qui fait qu'il y a eu des grands stress également, cumulés en parallèle, et du coup, ça a activé les choses, et c'est vrai qu'on ne nous en parle pas, quoi. Peut-être aller parler à quelqu'un, aller voir, j'en sais rien, un psy, un hypnothérapeute, voilà, comme des gens comme ça, pour moi, je pense que c'est indispensable. Alors, j'en suis consciente aujourd'hui, parce que j'ai du recul. Parce que tu as travaillé dessus aussi. J'ai travaillé beaucoup sur tout ça. Ouais. Donc, Asila, justement, toi, en tant qu'hypnothérapeute, il y aura un vrai accompagnement, justement, et une pratiquante de massage sur, justement, toutes ces gestions de stress et d'émotions. Tout à fait, il est vraiment important de pouvoir justement écouter ses émotions, essayer de les canaliser, les comprendre, se recentrer. Au niveau du stress, il y aura aussi un travail sur la respiration que toi, Nathalie, tu feras. Et puis moi, au niveau du stress aussi, un travail de visualisation pour aller justement à accéder à cette angoisse et puis justement la diminuer, puisqu'on a des outils qu'on peut aussi utiliser tout seul à la maison, puisque le but aussi, c'est que chaque personne reparte avec quelque chose. Non seulement elle passera un super séjour avec une grande libération, et en plus, elle repartira avec des outils, on ne les lâchera pas dans la nature. Et ces outils, il est possible de les utiliser tout seul en parfaite autonomie. Et il y a des outils en hypnose qui sont extraordinaires, qu'on est capable de faire aussi tout seul par la suite, et pas se sentir complètement dépassé et démuni, alors que tout est en nous, en fait. Il suffit juste de se recentrer, de comprendre certaines choses, de pouvoir se retrouver et de s'autoriser à prendre soin de soi, quoi. C'est très, très important. Donc, on aura une reconnexion aussi à soi, une connexion à la nature qui est essentielle. On travaillera aussi pour les gens qui n'ont pas peur de l'eau, et même ceux qui ont un petit peu peur, parce que Véro a bien passé le cap, donc il n'y a pas de souci. Mais dans le milieu aquatique, parce que dans le milieu aquatique, on peut lâcher plein de choses, on peut se libérer aussi, on peut complètement revivre des choses et visualiser plein d'événements et de choses intéressantes. Donc, il y aura toute une partie aquatique avec une piscine qui sera bien chauffée et bien chaude. Donc, ça sera chouette. Et puis, en tout petit comité, parce qu'elle n'est pas très large. Donc, on fera des petits groupes, mais ça sera vraiment chouette. Ça sera vraiment super. OK. Alors, on va parler de l'activité physique maintenant. Bien sûr. Qu'est-ce que toi, Véro, dans ton parcours, est-ce qu'au départ, tu étais sportive? Est-ce qu'on t'a parlé de l'importance
Alors, de ne pas pratiquer un sport, de pratiquer une activité physique régulière. Voilà, quel a été ton parcours, ton chemin et ta prise de conscience justement de l'importance d'intégrer une activité physique quotidienne régulière dans le chemin de la guérison, en fait. Alors, comme tout le reste, on ne m'en a pas parlé, malheureusement. Là, c'est un sujet sur lequel qu'on aborde, Nathalie, tu souris parce que tu sais que c'est compliqué pour moi. Ça a été un grand chemin, l'activité physique, pour moi. Je n'en faisais pas, voilà. Je faisais rien pour moi, en fin de compte. Je pensais pas à moi. Je me libérais pas. Je prenais pas l'air. La piscine encore moins puisque j'avais la phobie de l'eau. Voilà, j'avais beaucoup de choses sur le sport et c'était loin d'être dans. Je disais toujours, je bouge suffisamment, j'ai assez de travail comme ça, j'ai pas besoin de tout ça, j'en ai pas besoin. C'est tout récent. Je vais être honnête avec vous, c'est tout récent. Ça fait simplement que 2 ans que je fais de l'activité physique. Je vais maintenant à la piscine. Je suis très fière puisque j'ai fait l'aquaphobie. Donc tous les lundis maintenant, je fais de l'aquarelax dans la piscine. Tous les jeudis, je fais de la Zumba pour bouger mon corps et à transpirer et activer. Et 2 autres fois par semaine, je marche en pleine nature. Et là, j'ai eu un challenge. Je suis partie 10 jours faire le chemin de Compostelle, marcher, prendre le plein air. Je suis revenue avec plein d'énergie. Et aujourd'hui, je regrette. Enfin non, il ne faut jamais avoir de regrets. Alors, je ne regrette pas. Je me dis simplement que si j'avais connu et si j'avais su le plaisir que ça pouvait être de faire des activités physiques, quelles qu'elles soient, mais j'aurais dû commencer bien avant. Bien avant. Oui. Parce que du coup, on apprend à mieux respirer, on apprend à lâcher prise, on dépose, on lâche, quoi. On Un sas de décompression. des douleurs. Et en même temps, j'ai un sujet sur lequel qui est important dans ça, c'est que quand on est dans les traitements, on a souvent des douleurs articulaires partout, on a l'impression qu'on est écartelé. Hein, et du coup, l'activité, on prend du poids aussi par les traitements, ou on en perd, mais moi j'en ai pris beaucoup. Et du coup, le fait d'apprendre l'activité physique, on regresse toutes nos articulations, quoi. Voilà, je vais dire ça comme ça. Donc du coup, on se sent vivante, on retrouve son poids parce que on perd plein de choses, quoi. Enfin, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Ouais. Moi, j'associerais le sport, l'activité physique à du bonheur. Voilà. L'activité physique déclenche, si tu veux, les hormones de bien-être. Donc forcément, quand tu fais de l'activité physique, derrière, tu te sens super bien. Et voilà, ça permet de relancer le métabolisme, ça permet d'optimiser le fonctionnement. De mieux dormir aussi. De mieux dormir, de lâcher prise, effectivement, hein, par la marche. On peut avoir plein de choses qui se lâchent et c'est le but justement du chemin de Compostelle, hein, d'avoir des informations et de lâcher ce qu'on a besoin de lâcher sur ce chemin. Mais on n'est pas obligé de faire Compostelle pour lâcher parce qu'on peut le faire. Voilà, moi, je vais à la Pointe d'Agon, j'habite dans la Manche. Quand je fais mon trajet aller-retour qui fait pas loin de 10 km, je peux vous dire que des choses, on en lâche. Et on brûle des calories, et on se muscle, et on se lave le cerveau, et on se connecte avec la nature, etc. Donc ça, c'est vrai que pendant le stage, on fera une activité physique modérée. Hein, on va pas. De toute façon, le but, c'est pas du tout d'aller faire du sport intense, haute intensité, parce que c'est pas forcément bon pour l'organisme. Mais c'est vraiment de se mettre dans des habitudes de plaisir, d'activité, qui vont nous faire du bien, ça va nous permettre de prendre soin de nous, de mieux s'aimer aussi. On va parler tout à l'heure de l'image de soi, de la confiance en soi, etc. Mais prendre soin de soi, c'est se respecter. Et donc, pratiquer une activité physique pour soi, c'est aussi s'apporter du respect et de l'amour de soi. Donc, tout est lié, en fait. Hein. Voilà. Prendre soin de soi. Ouais, prendre soin de soi. Donc, l'activité physique, on en aura au choix hein, de chacun. On pourra faire le matin de bonne heure, on pourra faire le midi, on pourra faire un petit peu l'après-midi, etc. Il y aura plein de moments possibles par rapport à ça.
Alors, un sujet aussi essentiel, on en parlait tout à l'heure, les malades et les accompagnants. Oui. Donc là, ouais, vaste sujet. Ouais, vaste sujet. Comme je disais tout à l'heure, c'est compliqué pour les accompagnants et c'est compliqué pour le malade. Parce que, comme on disait tout à l'heure, le partage de la maladie envers certaines personnes, on a du mal à le faire parce qu'on veut protéger les uns et les autres. À côté de ça, je vais vous donner juste un exemple, puisqu'on a déjà parlé un peu des accompagnants. Je vais vous donner l'exemple de ma sœur avec laquelle on est le yin et le yang, très fort toutes les deux. Elle était très présente, mais elle ne savait pas du tout comment faire. Et en fin de compte, dans son fond intérieur, elle avait l'impression de ne pas être présente pour moi. Or qu'elle l'a été énormément. Et moi qui vais beaucoup mieux et qui, voilà, vous le voyez bien, hein, je ne cache pas, mais voilà, je vais très très bien. Aujourd'hui, depuis 1 an, c'est moi qui accompagne ma sœur parce que moralement, elle ne va pas bien. Elle est en déprime. Et en fin de compte, elle a fait un premier travail par rapport à ça. Elle était voir un psy et lui a dit, mais il a essayé de ressortir ce qui n'allait pas et elle a dit, ma sœur, tout lui est arrivé de mal et moi j'ai tout de bien, c'est pas normal. Vous voyez, pour elle, en fin de compte, elle a eu l'impression que moi, tout m'arrivait tout le temps et elle, c'est vrai que bon, elle n'a pas eu de problème de santé, elle n'a pas divorcé, elle n'a pas, plein de choses quoi. Elle a toujours tout eu parfaitement bien et elle a eu l'impression que moi j'avais tout qu'elle n'allait pas. Mais en fin de compte, et qu'elle aurait bien voulu prendre mes douleurs et qu'elle n'a pas pu être présente pour mes douleurs. Mais en fin de compte, c'est faux, elle l'a été. Mais si on avait pu l'accompagner, lui expliquer comment faire, elle n'aurait certainement pas subi ce qu'elle est en train de subir là. Donc, trouver un endroit où elle puisse déposer et qu'elle échanger, partager, gérer ses émotions. Parce que, en fin de compte, les gens qui sont accompagnants, ils sont et qui connaissent pas. Hein. Je dis bien les gens accompagnants qui ne connaissent pas, parce que on peut avoir des accompagnants qui ont déjà eu la maladie ou qui connaissent et c'est beaucoup plus facile. Moi aujourd'hui, s'il y a des gens autour de moi, ça va être beaucoup plus facile pour moi de les accompagner par rapport à tout mon parcours de vie. Mais voilà, parce que quand on vit quelque chose, on dit toujours quel que ce soit, c'est pas forcément la maladie, hein, même autre chose. On vit, on peut forcément mieux comprendre l'autre en face. Mais je pense que aider les accompagnants, c'est aider le malade. Tout à fait. Mais d'ailleurs, Assina, tu peux aussi, de par tes pratiques, aider les accompagnants dans toute cette gestion des émotions, du stress aussi. Gestion des crises d'angoisse aussi, puisque les accompagnants s'inquiètent et sont aussi beaucoup dans le stress et très angoissés face à la maladie et complètement démunis. Donc, il est vraiment essentiel aussi qu'on les écoute et de les accompagner sur ce chemin-là qu'ils doivent prendre avec les malades. Et c'est comme, je vais comparer ça avec une maman, enfin des parents avec les enfants. Si les parents vont pas bien, les enfants vont pas bien. Et c'est pareil pour les accompagnants. Donc, c'est important de prendre soin aussi des accompagnants. Et oui, qu'ils viennent se ressourcer, prendre soin d'eux, c'est important pour pouvoir tenir. Et être moins dans la culpabilité aussi, puisque comme tu le disais, ta sœur, elle avait cette sorte de loyauté familiale, elle avait l'impression que c'était toi qui prenais tout et pas elle, et justement qu'elle puisse déposer et puis lui faire comprendre qu'elle n'a aucune responsabilité par rapport à ça. C'est tellement important. Excuse-moi Nathalie, tu voulais dire quelque chose? Juste dire qu'effectivement, moi j'ai vécu aussi cette période en tant qu'accompagnant avec ma maman, et c'est vrai que moi j'étais complètement, malgré tout ce que je sais, mes connaissances et toutes les pratiques, en fait je me suis retrouvée démunie parce que je pense que chaque malade est unique et que par exemple maman elle était enfermée dans sa maladie et en fait je ne pouvais pas rentrer en contact avec elle et je ne savais pas comment rentrer en contact avec elle en fait. Et donc, je pense que durant ces 5 jours, ce qui est super, c'est qu'il va y avoir le malade et l'accompagnant et que justement, on va pouvoir faire des ponts en fait entre qu'est-ce que le malade ressent, qu'est-ce qu'il a envie, qu'est-ce qu'il a besoin et l'accompagnant, qu'est-ce que je peux lui apporter avec un temps de parole qui est essentiel. Donc, je pense qu'il y a vraiment
dans ce stage, parce que souvent on dit je vais venir tout seul, si on vient avec l'accompagnant ou un des accompagnants, en fait, on peut ressortir beaucoup plus fort et avec, comme on disait tout à l'heure, une valise avec des clés et avec des clés, des ponts pour pouvoir aller ensemble vers un chemin de guérison. Et ça, moi, je l'ai vraiment très, très mal vécu, en fait. Et je me suis sentie démunie parce que je ne savais plus comment communiquer. Malgré toutes les connaissances que j'avais, avec maman, j'étais perdue parce que je n'avais pas de clé. Et je pense que justement, ça va être super de pouvoir mettre des ponts, des liens. Je pense aussi qu'on est démunis parce qu'il y a aussi le côté familial et amour. Oui. Et à partir du moment où il y a le côté lien familial et l'amour, là, on est déjà plus démunis que quelqu'un qui garde un peu de distance parce que il y a l'émotion qui est là. On en revient encore aux émotions. Aux émotions. Mais c'est vrai que pour traiter ces sujets-là, on fera des groupes de parole d'accompagnants et des groupes de parole non accompagnants les personnes concernées par la problématique, par le cancer ou en rémission. Mais voilà, et ce qui permettra de créer des ponts, comme tu disais, Nathalie, tout à l'heure, voilà, de meilleure compréhension de ce qui se passe et aussi le fait de sentir que on n'est pas seul à vivre telle ou telle chose, ça crée du réconfort, on se sent plus léger, on se sent entendu, écouté, et ça, c'est hyper important, en fait. Oui, et puis pour rebondir sur ce que disait Véro, peut-être que aussi le malade fait tout pour ne pas inquiéter aussi l'accompagnant. Donc, à un moment donné, on est complètement dans une essoreuse et puis on n'arrive pas à ça fait que 4 minutes, à un moment donné. Dans une 4 minutes, okay. Donc ça sera super. Dernier thème qu'on va aborder ce soir, un thème important aussi, l'image de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. De l'annonce du verdict quelque part à notre image qui parfois change. On peut parler d'ablation, on peut parler de perte des cheveux, on peut parler de perte des sourcils, des cils, de l'amaigrissement, de la prise de poids, de plein de choses, de plein d'effets secondaires qui font qu'à un moment donné, on a besoin aussi d'estime de soi, de confiance en soi pour pouvoir aller sur ce chemin. Alors, Véro, comment tu as vécu tout ça, toi? Raconte-nous un petit peu. Alors, l'image de moi, stand-by. L'image de moi, on va dire l'image de soi, beaucoup de mal à me retrouver, beaucoup de mal à m'identifier. Pas au début, mais un peu plus tard, finalement. Parce qu'une fois que la blessure est passée, une fois que le traitement et tout ça, c'est là qu'on prend conscience de qui on est. Quand on s'habille, qu'on se redéshabille tous les jours et on met la prothèse le matin, on enlève la prothèse le soir. Là, il y a un moment où on se regarde en face le miroir et on se dit waouh. Donc là, je dirais, j'associerais image avec douleur. Voilà. Pour moi, voilà. C'est ça. L'estime de soi, difficile. Mais je l'ai externalisé, moi. J'ai complètement, je crois que j'ai un déni total sur ça. Donc, j'ai eu de l'estime de moi. Alors, est-ce que c'était de l'apparence ou pas? Je ne sais pas. Voilà. Est-ce que c'était... Je faisais ça, mais non. Par contre, la confiance, pour le troisième pôle, tu te parlais de confiance. La confiance, j'ai envie de dire que j'ai pas eu trop de problèmes au départ non plus. Dans la confiance dans la confiance en moi, c'est plus après. J'ai perdu confiance parce que comme je ne savais plus qui j'étais, ça paraît logique, hein, comme je ne savais plus qui j'étais par rapport à l'image de moi, j'avais plus trop confiance, quoi. Je faisais quelque chose, je me dis, est-ce que c'est bien? Vous voyez, le côté indécis, on ne sait plus ce qu'on doit faire parce qu'on se dit, est-ce que ça va être bien ou pas? Mais pas que par rapport à la maladie, dans la généralité des choses. Donner un exemple, mais je vais mettre la table, tiens, je ferai quoi comme couleur? Je ne sais pas trop, d'habitude, je vais faire ça, ça va être joli. Là, est-ce que ça va être bien? Vous voyez, c'est le doute. Donc, je dirais que l'image, c'est la douleur, la confiance, c'est le doute, l'estime de soi,
c'est difficulté. Voilà. C'est les 3 mots que j'ai tirés à chaque. C'est un peu une perte de repère, un petit peu une sorte de perte de repère en fait. Ça. Faut se retrouver. Ouais. On aura tout un pôle, toute une journée, je pense, une journée entière où on travaillera justement sur ce thème. Voilà, pour se donner de la force, pour comprendre qui on est, pour s'accepter tel qu'on est aussi, parce qu'on a un travail à faire là-dessus. Et puis on fera une super soirée festive où on partagera une belle soirée ensemble. Je pense que c'est important de prendre du temps pour ça. Ok. Le mot de la fin, Véro, est-ce que tu penses que ce que on propose aujourd'hui avec cet accompagnement de 5 jours a du sens pour toi? Est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors, pour moi, je pense que les gens qui ont la chance de pouvoir être en lien pour faire ce stage, saisissez l'opportunité parce que il n'y en a pas souvent des stages comme ça. Hein. Je me suis beaucoup renseignée, il n'y en a pas beaucoup. Ce stage pour moi, c'est l'ouverture de mieux se retrouver, je pense, mieux comprendre, s'apaiser aussi, parce que je pense que dans toute cette durée de traitement ou autre, ou même après, le pendant et l'après, l'apaisement est important. Je pense que ça vous ouvrira tout simplement des portes vers un nouveau chemin de vie, parce que ça vous donnera des ouvertures tellement grandes. Et si vous avez la chance d'être avec des accompagnants auprès de vous, mais alors ce sera gigantesque et vous ressortirez avec plein de bonheur et plein d'amour en vous. C'est surtout que s'offrir une bulle d'oxygène, du temps pour soi, sortir un peu du quotidien. Ouais, se ressourcer. Ça peut vraiment faire de belles rencontres aussi. Échanger. Les échanges, la discussion. Oui, créer du lien, rompre avec l'isolement. Se libérer aussi. Le collectif. Rompre avec ensemble, on est dans l'individualité, mais c'est sûr qu'ensemble, on est plus fort aussi. Donc, on recharge les batteries. Si chacun apporte quelque chose, et même de toute façon, les personnes participants au stage apporteront leur unicité, leur différence. Et donc, on ressortira nous-mêmes, même nous, en tant qu'accompagnants, différents à la sortie de ces 5 jours. Et ça, c'est super. Et j'ajouterais aussi qu'on ne prend pas assez de temps pour soi. Oui. Donc là, profitez-en parce que ça restera un moment que pour vous. Oui, et puis l'idée, c'est vraiment de venir s'informer en fait sur ce séjour, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes à mettre en place, qui vont être complémentaires au traitement et qui vont donc permettre aux personnes en cours de traitement de mieux supporter les traitements, donc d'avoir des traitements qui vont durer, parce qu'il y a aussi des gens qui arrêtent les traitements parce qu'ils ne les supportent plus. Et aussi. Voilà. Donc, ça permet vraiment de soutenir l'organisme dans son fonctionnement, de soutenir le moral, le côté émotionnel et tout ça. J'ai des beaux commentaires. Merveilleux programme, 4 femmes puissantes pour accompagner de belles âmes. Merci. C'est très gentil, merci beaucoup, avec beaucoup de gratitude. Ouais. Mais donc c'est vrai que les personnes qui sont en rémission, il y a aussi des choses à faire. Il faut vraiment entretenir, faire que l'organisme puisse rester en pleine santé le plus longtemps possible. Et puis prendre soin de soi. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses à découvrir, à mettre en place, créer du lien. C'est aussi quelque chose d'extrêmement important, se sentir moins isolé, se sentir entendu, écouté. D'ailleurs, on fera un groupe de parole après, par la suite, où on continuera justement à communiquer ensemble. Garder le lien. C'est important. Si on aime les autres, il faut s'aimer soi-même, parce que si on s'aime pas, c'est difficile d'aimer les autres. Donc, rien que si on s'approche, la relation elle est importante. Exactement. C'est pour ça qu'il y aura des moments de reconnexion à soi. Parce que le corps traduit certaines émotions.
Écouter son corps aussi, être à l'écoute de son corps aussi. On va apprendre à partager des petites astuces justement pour écouter son corps. Parce qu'il nous envoie beaucoup de signes, notre corps, et on a tendance à oublier. On est bien d'accord. Exactement. Ok. Bon, sur cette belle interview, Véronique, merci beaucoup pour ton témoignage, pour ton temps, pour tes réponses. Merci à toi, Sina. Merci, Nathalie, d'avoir mené cette interview. Peut-être avez-vous un mot de la fin à rajouter également, toutes les deux? Moi, je te laisserai la parole, Véro, après pour le mot de la fin. Mais moi, je suis vraiment en joie de travailler sur cet accompagnement parce que je pense qu'il y a des vraies clés à venir chercher pour la santé globale, pour la sérénité, pour avoir envie de vivre pleinement. Et c'est vrai que pour avoir accompagné de nombreuses personnes, enfin plusieurs personnes en tous les cas, autour de cette maladie et d'avoir accompagné Véro, clairement, les clés qu'on propose sont des clés vers le chemin de la guérison pour moi. Et j'ai vu Véro vraiment se transformer au fur et à mesure des années. Parce que je peux vous dire que la première fois qu'on a parlé de respiration, elle a pouffé de rire. Elle ne savait même pas ce que c'était que de respirer, en fait. Hein, je me rappelle, c'était un matin, on était au petit déjeuner et là, on commençait à parler de respiration. Et là, elle ne savait pas ce que c'était que de respirer. Elle trouvait ça tout à fait bizarre. Et quand je vois son évolution aujourd'hui, sa progression, son chemin, sa guérison, je me dis waouh, quoi, tout est possible. Comme disait, je crois que c'est Asina qui disait ça tout à l'heure, mais on a un potentiel de régénération, un potentiel de guérison en nous et on se doit d'aller le chercher quelque part. Voilà, donc je pense que cet accompagnement de 5 jours, c'est les clés pour aller sur ce chemin, tout simplement. Et je pense qu'on sera... ça sera super, quoi. Ça va être beau, ça va être magique, ça va être doux, ça va être... voilà, il va y avoir plein de belles ondes. Véro, je te laisse la parole et puis encore merci à toi et je suis tellement fière de ton parcours que voilà, moi je te dis bravo. Merci les filles, merci. Moi, le mot de la fin, je dirais aimez-vous, pensez à vous. C'est vraiment court ce que je vais vous dire. Aimez-vous, pensez à vous et passez du temps pour vous. Parce que vous êtes votre priorité. Ça, c'est sûr. Donc, à partir du moment où vous aurez compris que vous êtes la priorité de vous-même, vous verrez que tout ira bien et que la vie, elle est belle. Donc, prenez-la avec bonheur, avec joie, avec amour, avec sourire, avec respiration. Et connectez-vous pour ce stage. Je pense que c'est une grande porte ouverte, une belle étoile qui arrive pour vous dans votre vie, un énorme soleil qui brille. À vous de savoir si vous voulez bronzer de mille feux ou pas. Merci à tous. Merci. Merci. Et dernier mot, merci à Sandrine pour son dernier message. Vous êtes de belles fées. Réussite pour ce beau programme plein d'amour. Merci. Merci Sandrine pour ce beau message. À très vite. Merci. Belle soirée à tout le monde. À très vite. Et à toutes.